0. Certains empires sont tombés face à des envahisseurs. La plupart sont tombés à cause de l'idiotie de leurs propres dirigeants. Cette vidéo ne parle pas de héros, elle parle des cerveaux de l'autodestruction. Au menu du jour, 33 façons parfaitement exécutées d'anéantir tout ce que vos ancêtres ont bâti. 1. Pour commencer, l'Empire romain avec l'empereur Commode, un homme dont les problèmes avec son papa étaient si graves qu'il a décidé de faire du LARP en Hercule au lieu de, vous savez, diriger l'empire le plus puissant de la planète. Tandis que les barbares frappaient à la porte et que l'économie plongeait, cet empereur enfant était occupé par son petit boulot secondaire de gladiateur. Et on ne parle pas ici de duels épiques. Il combattait des types estropiés, des prisonniers terrorisés attachés à un poteau et probablement des chats errants qui entraient par hasard dans le Colisée. Il exigeait d'être payé une fortune pour ses apparitions à partir du trésor public, forçant en gros les contribuables à financer son camp de fantasy de Blaui. Imaginez l'Empire littéralement en feu, et le type aux commandes dans le jardin à faire le beau en peau de lion. Son équipe administrative a finalement décidé qu'elle en avait assez de cette retraite d'entreprise venue de l'enfer et l'a fait étrangler professionnellement. Quel héritage! 2. Si vous pensiez que Commode était le summum de l'étrange, permettez-moi de vous présenter Kumarawai d'Égypte, qui a apparemment vu le règne de Commode et a dit « Tiens ma boisson de raisin fermentée ». Ce type a hérité d'un empire riche et stable, et a immédiatement décidé de le transformer en la maison de fête la plus chère et la plus toxique du monde. Terrifié par les assassins, il dormait sur un matelas pneumatique sur mesure flottant dans une piscine remplie de mercure. Je n'invente rien. Sa logique, si on peut appeler ça ainsi, était que le liquide scintillant l'alerterait des intrus. Pour couronner le tout, il faisait garder sa chambre par un lion apprivoisé, parce que rien ne dit « je suis un dirigeant stable » comme un énorme félin capable de vous manger s'il passe une mauvaise journée. Il a pratiquement ruiné tout un pays pour le Liao le plus toxique du monde. L'Empire s'est effondré dès qu'il a disparu, prouvant qu'on ne peut pas gouverner depuis un château gonflable rempli de neurotoxines. 3. Et maintenant, un conseil brûlant venu de la dynastie Jin occidentale en Chine. Ne faites jamais, au grand jamais, affaire avec la famille. Après avoir unifié le pays, l'empereur Wu a imaginé un plan de restructuration corporative tout droit sorti de l'enfer. Il s'est dit « Quelle est la meilleure façon de sécuriser mon héritage? Je sais, je vais donner à tous mes parents ambitieux et avides de pouvoir leurs propres armées et territoires. » On peut presque entendre le thème de « Curb Your Enthusiasm » commencer à jouer. Le résultat ne fut pas une simple compétition amicale, ce fut la « guerre des 8 princes », le « amène ton cousin au travail », le plus destructeur de l'histoire. Ils se sont massacrés, ont détruit les infrastructures du pays et ont complètement ignoré la frontière nord. Ce chaos était en gros un immense panneau au néon pour les envahisseurs extérieurs disant « Entrez donc, on est trop occupés à s'entretuer ». Et ils l'ont fait. Fin. 4. Parlons du sultan Mahmoud de l'Empire ghaznévide, un homme qui était pratiquement accro aux raids en Inde. Il était le Michael Jordan du pillage de temples, lançant 17 campagnes distinctes pour ramener des montagnes d'or. Le type était un génie en attaque. Le problème? Il avait la conscience défensive d'un caillou. Pendant qu'il était parti pour sa tournée annuelle de casse éclair, il laissait l'arrière de son propre empire non seulement déverrouillé, mais grand ouvert avec une cafetière allumée. Cette vulnérabilité flagrante a été repérée par les Turcs seldjoukides, qui n'ont même pas eu besoin de se battre sérieusement. Ils ont juste emménagé. Ils ont tranquillement pris le contrôle de ces provinces du nord, bâti une base de pouvoir, puis écrasé son armée quand il est enfin rentré chez lui. Il était tellement concentré sur la récolte de butin dans le pack d'extension qu'il a laissé un autre joueur capturer sa base principale. 5. Imaginez être personnellement porté au pouvoir par le conquérant le plus meurtrier de la planète, Tamerlan, puis décider de le poignarder dans le dos. C'est l'histoire de Toktamish, Khan de la Horde d'Or, un homme dont l'ambition signait des chèques que ses compétences de survie ne pouvaient pas encaisser. Après que Tamerlan l'a aidé à sécuriser son trône, Toktamish a pris la grosse tête et a envahi le territoire de son mentor. C'était une très mauvaise idée. Tamerlan ne s'est pas contenté de se fâcher.
Il est devenu méthodique. Sa vengeance n'était pas seulement une guerre, c'était une mission visant à supprimer toute l'existence de Toktamish du serveur. Il a écrasé ses armées, rasé systématiquement ses principales villes et a même redirigé la route de la soie pour ruiner la Horde de façon permanente. La leçon est simple. Ne mordez pas la main qui vous nourrit, surtout si cette main est attachée à un type qui considère le génocide comme une forme de rénovation urbaine. 6. Le serveur de l'Empire byzantin plantait au début des années 1200. Alors ils ont appelé le pire service d'assistance informatique de l'histoire, la 4e croisade. Ayant besoin de muscles militaires, ils ont conclu un accord avec une armée de chevaliers d'Europe occidentale lourdement armés pour leur venir en aide. Mais lorsque la carte de crédit des Byzantins a été refusée, les croisés ont opté pour un autre plan de paiement, le Grand Larcin. En 1204, ces alliés se sont retournés contre la ville de Constantinople et l'ont mise à sac. C'était moins une guerre sainte qu'une émeute de Black Friday dans le centre commercial le plus opulent du monde. Ils ont volé tout ce qui n'était pas cloué au sol, fait fondre des œuvres d'art inestimables pour de la petite monnaie et laissé l'Empire autrefois puissant comme une épave fumante et brisée. Ce fut le moment ultime du « merci pour l'aide les gars, vraiment ?» livré avec une épée dans le dos. 7. Les Hittites ont pratiquement inventé le char d'assaut à l'époque des épées. Ils furent les premiers à maîtriser le fer, ce qui leur donnait un avantage technologique si immense qu'il en devenait presque injuste. Ils détenaient la clé du futur. Alors qu'en ont-ils fait? Ils l'ont mise dans une boîte verrouillée, à l'intérieur d'une autre boîte verrouillée, et l'ont enterrée sous le palais. Leur politique officielle était, et je paraphrase ici, « c'est beaucoup trop cool pour l'armée régulière ». Ils n'ont armé de weapons en fer que leurs forces spéciales d'élite, tandis que l'immense majorité de leurs soldats utilisaient encore des couteaux à beurre en bronze. C'est comme inventer Internet et ne l'utiliser que pour s'envoyer des emails à soi-même. Ainsi, lorsque l'effondrement de l'âge du bronze est arrivé, une tempête parfaite d'invasion et de catastrophes, leur poignée d'hommes de fer a été complètement submergée. Leur arme secrète est restée secrète et leur empire est entré dans l'histoire. 8. Enfin, nous avons le chat khwarezmien, qui donne une leçon magistrale sur la façon d'énerver la mauvaise personne. Lorsque Gengis Khan envoya une immense caravane commerciale vers son empire, espérant ouvrir des relations pacifiques, le gouverneur d'une ville frontalière, dans un élan de génie à la taille d'une galaxie, les fit exécuter comme espions. Gengis, étonnamment patient à ce stade, envoya un autre groupe de diplomates pour demander en substance « Vous êtes SR de ça ?» La réponse du chat fut de décapiter l'ambassadeur principal et de raser la barbe des deux autres. Ce n'était pas seulement une déclaration de guerre. C'était appuyer volontairement sur le bouton « Supprimer l'Empire ». La vengeance de Gengis Khan fut si totale, si absolument dévastatrice, que l'Empire khwarezmien fut pratiquement effacé de la carte. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle un moment « tu cherches, tu trouves » à l'échelle géopolitique. 9. L'Empire samanide d'Asie centrale pensait jouer aux échecs en 4D avec son armée. Leur idée géniale? Créer une armée entière de soldats esclaves appelés goulams. Ils achetaient ces gars enfants, les entraînaient pour en faire des guerriers ultimes et s'assuraient que leur loyauté soit câblée directement au trône. C'était l'atelier ultime du soldat sur mesure. Le problème, c'est que lorsque vous créez une force militaire super élite et cohésive, et qu'ils sont les seuls compétents de tout l'Empire, ils commencent à remarquer des choses. Comme le fait qu'ils ont toutes les épées. Dans un acte d'auto-sabotage si parfait qu'il devrait être exposé dans un musée, les Samanides ont financé, entraîné et armé les hommes même qui finiraient de par les renverser et fonder leur propre dynastie. C'est comme embaucher un stagiaire, lui donner tous vos mots de passe, puis être choqué quand il change les serrures et commence à se faire appeler PDG. 10. Maintenant, direction l'Empire aztèque pour l'une des rencontres les plus catastrophiques de l'histoire. Lorsque Hernán Cortés et sa poignée de conquistadors barbus et brûlés par le soleil sont arrivés, l'empereur Moctezuma II a fait une petite crise. Voyez-vous, une ancienne prophétie annonçait le retour d'un dieu pâle et barbu, et Cortés, eh bien, il correspondait à la description. Moctezuma était donc coincé.
Est-ce une entité divine que je dois vénérer, ou juste un type bizarre qui sent mauvais et a un intérêt malsain pour mon or? Au lieu de choisir un camp, il a opté pour la pire option possible. Les invités dans la capitale, Tenochtitlan, en tant qu'invité VIP. Cortés, qui devait à peine en croire sa chance, est entré sans encombre, a pris Moctezuma en otage dans son propre palais et a lancé le début de la fin de la civilisation aztèque. C'est l'exemple ultime de l'anxiété sociale menant à l'effondrement impérial. 11. Bienvenue dans l'Empire Khmer, une civilisation qui a fait faillite à cause d'une addiction incontrôlable à la construction de temples de pierre ridiculement gigantesques. Vous connaissez Angkor Wat? Ce n'était qu'un parmi leurs très nombreux méga-projets. Leur souverain était engagé dans une course aux armements architecturales, chacun essayant de surpasser le précédent avec un complexe de temples plus grand et plus élaboré. C'était un épisode de 1000 ans, de Extreme Makeover, édition Temple. Le problème? Toute cette construction coûtait une fortune. Ils ont détourné des quantités folles de main-d'œuvre, de nourriture et de richesses vers ces projets de vanité en pierre, en négligeant complètement des choses comme, je ne sais pas, la défense, l'économie. Lorsque leurs ennemis sont finalement arrivés, ils ont trouvé un empire à l'apparence magnifique, mais qui était en réalité comme un lapin en chocolat creux. Impressionnant à l'extérieur, mais totalement vide à l'intérieur et facile à briser. 12. Si jamais tu penses passer une mauvaise journée, rappelle-toi simplement l'Empire Inca en 1532. Deux frères, Huáscar et Atahualpa, venaient tout juste de terminer une guerre civile brutale et sanglante pour savoir qui serait le nouvel empereur. L'Empire était fracturé, épuisé et profondément divisé. Et à ce moment précis, alors qu'ils nettoyaient encore les dégâts de leur querelle familiale, un type nommé Francisco Pizarro débarqua avec moins de 200 hommes. Le timing n'aurait pas pu être pire, même s'il avait été planifié par un dieu vindicatif. Les Incas étaient tellement occupés à se battre entre eux qu'ils ne purent pas organiser une défense unifiée contre un minuscule groupe d'aventuriers. Pizarro entra pratiquement en se baladant dans une fête déjà saccagée par les hôtes, et il prit simplement la maison. C'était l'appel de canular ultime de l'univers, et les Incas étaient à l'autre bout du fil. 13. Dans l'Inde moghole, l'empereur Aurangzeb contempla un empire immense, prospère et relativement tolérant et décida, tu sais de quoi ça a besoin? D'une énorme dose d'intolérance religieuse. Ses prédécesseurs, comme Akbar le Grand, avaient bâti leur succès sur une politique d'inclusion, gagnant la loyauté de l'immense majorité hindoue de l'empire. Aurangzeb jeta tout ce manuel stratégique au feu. Il réintroduisit des taxes visant spécifiquement les non-musulmans et se lança dans une frénésie de destruction de temples. Le résultat prévisible? Des rébellions. Tant de rébellions. Il passa pratiquement l'intégralité de ses 49 années de règne à courir partout pour éteindre les incendies qu'il avait lui-même allumés. Cette guerre permanente vida le trésor et brisa l'unité de l'Empire, le laissant mûr pour l'effondrement. Sa devise était en gros « Si ce n'est pas cassé, fracasse-le avec un marteau ». 14. L'empire de Vijayanagara, dans le sud de l'Inde, se croyait un génie de la politique. Pendant des années, il prospéra en se mêlant des affaires des sultanats musulmans voisins. Il s'alliait avec un sultan pour en attaquer un autre, puis changeait de camp, manipulant sans cesse ses rivaux les uns contre les autres comme un marionnettiste chevronné. C'étaient les semeurs de discorde arrogants du quartier. Il n'y avait qu'un minuscule défaut dans ce plan magistral. À la longue, les voisins se mirent à discuter entre eux. Les sultans, fatigués d'être utilisés comme des pions dans les jeux de Vijayanagara, firent la seule chose que l'Empire n'avait jamais envisagée. Ils formèrent une super alliance. Tous les 5 mirent leurs différends de côté, s'acharnèrent sur leur bourreau commun et anéantirent totalement l'armée de Vijayanagara en une seule bataille. C'était l'équivalent historique de toute la cantine du lycée s'unissant pour plonger la tête du tyran de service dans les toilettes. 15. Tamerlan, le type qui a mis à sac la Horde d'Or, était un conquérant de niveau divin. Il bâtit l'un des plus grands empires de l'histoire par la force brute, terrifiante. Il excellait dans la partie conquête. La partie gouvernance, beaucoup moins.
son empire n'était pas un État. C'était un projet personnel maintenu par sa réputation et par le fait que tout le monde était terrorisé par lui. Il ne mit jamais en place une administration stable, ni une ligne de succession claire. C'était comme un type incroyablement doué pour construire une tour de Jenga d'une complexité folle, mais sans aucun plan pour ce qui se passe quand il quitte la pièce. À la seconde où Tamerlane mourut, toute la structure vacilla un instant, puis s'effondra de façon spectaculaire dans un chaos de lutte interne entre ses héritiers. L'Empire survécut à peine à son fondateur. 16. L'ancien empire du Ghana, en Afrique de l'Ouest, était assis sur une véritable mine d'or. Il contrôlait certains des gisements aurifères les plus riches du monde, et ce commerce le rendait fabuleusement riche et puissant. Il n'avait qu'une seule mission: garder secrète la localisation de l'or. Alors qu'ont-ils fait? Ils l'ont dit à tout le monde. Lorsque les marchands arabes passèrent par là, les Ghanéens étaient apparemment tellement désireux de faire des affaires qu'ils leur tendirent pratiquement une carte au trésor avec un énorme X dessus. C'était un acte de naïveté commerciale à une échelle épique. Soudain, tout le monde sut où se trouvait l'or, et chaque royaume rival ou puissance montante de la région en voulut sa part. Cette fuite d'informations cruciales entraîna une série d'invasions et de pressions qui finirent par briser le monopole de l'Empire et provoquer son déclin. C'était l'ultime version de « les murs ont des oreilles » ou, dans ce cas, font sombrer des empires. 17. Alexandre le Grand était un prodige certifié de la conquête du monde connu. Mais lorsqu'il s'agissait de planifier sa succession, il a complètement laissé tomber. Après avoir façonné un empire colossal s'étendant de la Grèce à l'Inde, il est mort à 32 ans, laissant en pratique les clés du plus grand royaume du monde posées sur la table. Lorsque ses généraux se sont rassemblés autour de son lit de mort et ont demandé à qui l'empire devait revenir, Alexandre aurait murmuré « au plus fort ». Ce n'était pas une déclaration profonde. C'était le coup de pistolet de départ de la mêlée la plus sanglante et la plus chaotique de 50 ans de l'histoire. Ses principaux généraux, les fameux « successeurs », ont immédiatement commencé à s'entretuer et à massacrer toute la famille d'Alexandre pour s'emparer du prix. Ces derniers mots auraient tout aussi bien pu être « débrouillez-vous, moi je m'en vais », déclenchant une battle royale à l'échelle du monde qui a réduit en lambeaux l'œuvre de toute sa vie. 18. Avançons jusqu'au début du XXe siècle, et nous trouvons l'Empire ottoman, le légendaire, malade de l'Europe. Ils étaient un peu vieux, branlants, et avaient désespérément besoin d'une victoire. Alors, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, ils ont dû faire un choix. Ils auraient pu rester neutres, peut-être vendre des armes aux deux camps et jouer la carte de la prudence. Mais non, ils ont décidé de plonger dans le mosh pit géopolitique. Et sur qui ont-ils parié? L'Allemagne impériale. C'est comme arriver dans un casino, voir qu'une table est sur une série gagnante et que l'autre est littéralement en train de brûler de l'argent, et placer pourtant tous ses jetons avec assurance sur le tas en flammes. Leur brillant coup stratégique s'est soldé par des armées battues sur plusieurs fronts, des territoires découpés par les vainqueurs, comme une dinde de Thanksgiving, et la dissolution complète d'un empire vieux de 600 ans. Un autobut absolument spectaculaire. 19. Parlons de l'Empire suédois et de son dirigeant, le roi Charles XII, un homme si pathologiquement obsédé par le combat contre la Russie qu'il en a oublié absolument tout le reste. Au début du XVIIIe siècle, la Suède était une superpuissance européenne certifiée. Charles était un génie militaire, mais il avait une vision à sens unique et cette voie menait droit à Moscou. Il a entraîné son armée au cœur de l'immensité glacée de la Russie, ignorant les lignes de ravitaillement, le bon sens et les supplications de ses conseillers. La campagne s'est achevée avec la désastreuse bataille de Poltava, où son armée affamée et épuisée a été anéantie. Charles lui-même a dû fuir pour sauver sa vie. Cette seule aventure obsessionnelle a complètement brisé la puissance militaire de la Suède et mis fin à son bref passage au rang de grand empire. C'était un cas national de laisser une rivalité toxique ruiner toute sa vie. 20. Et maintenant, place à un classique intemporel de la catégorie « Erreur militaire stupide » avec Napoléon Bonaparte en vedette. En 1812, ce type avait pratiquement conquis toute l'Europe.
Il était le boss final du continent. Mais il ne pouvait tout simplement pas laisser passer la défiance de la Russie. Il a donc pris la décision la plus fameusement idiote de toute l'histoire militaire. Il a envahi la Russie. Mais il ne s'est pas contenté d'envahir. Il a chronométré son invasion de manière à ce que son armée y soit coincée lorsque l'hiver arriverait. Vous savez, l'hiver russe, celui qui dévore les armées au petit déjeuner. Sa légendaire grande armée n'a pas été vaincue par l'armée russe autant que par le général Hiver et le général Famine. Il est entré en campagne avec plus de 600 000 hommes et en est ressorti en boitant avec moins de 100 000. C'était une blessure auto-infligée si catastrophique qu'elle a marqué le début de sa fin. 21. L'Empire Songhai en Afrique de l'Ouest était une force dominante, dotée d'une cavalerie massive et redoutée. Ils étaient les rois du champ de bataille à l'ancienne. Mais lorsque le monde a commencé à changer, ils ont obstinément refusé de lire le mémo. À la fin du XVIe siècle, une armée marocaine bien plus petite a envahi leur territoire. L'armée Songhai, confiante dans ses effectifs et ses cavaliers, est sortie à leur rencontre. Il n'y avait qu'un seul problème. Les Marocains avaient apporté des armes à feu. Beaucoup d'armes à feu. La bataille qui s'ensuivit ressemblait moins à un combat qu'à une démonstration de stand de tir. La cavalerie Songhai a chargé courageusement, et les mousquetaires marocains sont restés sur place à les abattre calmement, les mettant en pièces. Leur mépris total et absolu pour la nouvelle technologie de la poudre à canon a conduit à l'anéantissement de toute leur armée d'élite en un seul après-midi, et leur empire s'est effondré presque du jour au lendemain. Ils ont littéralement amené des chevaux à un combat d'armes à feu. 22. L'Empire du Mali, autrefois l'empire le plus riche de la planète grâce à ses quantités obscènes d'or, a essentiellement commis un suicide par rivalité fraternelle. Après la mort de son dirigeant légendaire, Mansa Moussa, ses successeurs semblaient davantage intéressés par le fait de se battre entre eux pour le trône que par celui de gouverner réellement. Au lieu de sécuriser leurs frontières ou de gérer leur immense richesse, ils ont plongé l'Empire dans une série de guerres civiles débilitantes. C'était comme une bande de gagnants du loto qui se poursuivraient mutuellement en justice jusqu'à la ruine. Pendant que la famille royale était occupée par ses drames internes, des États voisins et des rivaux ambitieux ont commencé à grignoter le territoire du Mali, à piller ses routes commerciales et à voler ses sources d'or. Au moment où ils ont cessé de se battre entre eux, il ne restait plus grand-chose d'un empire à gouverner. 23. Revenons un instant à l'empire khwarezmien, car leur stupidité était un gâteau à plusieurs couches. Nous avons déjà abordé la partie où ils ont exécuté des émissaires mongols, ce qui revenait à crever l'œil d'un dragon. Mais ça devient encore plus stupide. Lorsque l'invasion mongole à grande échelle a commencé, le Shah a commis une autre erreur fatale. Au lieu de concentrer son immense armée pour une bataille décisive, il a paniqué et dispersé ses troupes en garnison dans diverses villes. Sa logique était de défendre partout à la fois. En réalité, cela a permis aux forces de Gengis Khan de détruire ses armées morceau par morceau, comme un loup qui s'attaque à un troupeau de moutons dispersés. Il avait les effectifs pour opposer une véritable résistance. Mais sa stratégie était d'une incompétence si monumentale qu'il a pratiquement servi son empire aux Mongols sur un plateau d'argent, ville après ville. 24. Bienvenue dans l'Empire austro-hongrois, un empire branlant et multiethnique qui ressemblait essentiellement à un immeuble d'appartements chaotique où aucun des locataires ne s'aimait. En 1914, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, ils ont vu une occasion de finalement écraser leur voisin agaçant, la Serbie. Ils ont adressé à la Serbie un ultimatum si dur et si exigeant qu'il était spécifiquement conçu pour être rejeté. Ils voulaient une guerre, mais une petite guerre locale. C'est comme essayer de déclencher une bagarre avec un seul type dans un bar, rempli de toute sa famille élargie, lourdement armée. Leur petite querelle balkanique a déclenché une cascade d'alliances qui a dégénéré en Première Guerre mondiale. Un conflit qui a totalement détruit l'Empire austro-hongrois et redessiné la carte de l'Europe. Ils voulaient allumer un petit feu et ont fini par brûler leur propre maison ainsi que le reste du quartier. 25. Parlons de la République des deux nations, un empire qui a inventé un système politique si incroyablement dysfonctionnel qu'il a pratiquement voté sa propre disparition. Il s'appelait le Liberum Veto, ce qui se traduit par veto libre.
Cette règle permettait à n'importe quel membre du Parlement non seulement de bloquer un texte de loi, mais aussi de dissoudre toute la session parlementaire et d'annuler tout ce qui avait déjà été décidé. Imaginez essayer de commander une pizza avec un groupe d'amis et qu'un type, Kevin, puisse annuler toute la commande parce qu'il n'aime pas les champignons. Appliquez maintenant cette logique à la gestion d'un pays. Les puissances étrangères ont rapidement compris qu'elles n'avaient pas besoin d'envahir. Il leur suffisait de soudoyer un noble ivre pour qu'il se lève et crie « Je m'y oppose ». Cela a conduit à des siècles de paralysie politique, transformant un État autrefois puissant en un gâchis impuissant que ses voisins ont fini par se partager pour le dîner. 26. Le Second Empire bulgare nous offre une leçon digne d'un manuel tiré du programme « Comment saboter votre royaume 101 ». Le tsar Ivan Alexandre, confronté à la menace croissante des Ottomans, a regardé son empire relativement stable et a décidé que la meilleure façon d'assurer son avenir était de le couper en deux. Il a littéralement divisé l'empire entre ses deux fils avant de mourir. Ce n'était pas un coup de génie stratégique, c'était comme voir un loup s'approcher de deux poules et décider que la meilleure défense consiste à les mettre dans des enclos séparés, plus petits et beaucoup plus faibles. Sans surprise, les Ottomans n'en croyaient pas leur chance. Au lieu d'affronter un État bulgare uni, ils ont eu à combattre deux mini-royaumes affaiblis et querelleurs, qu'ils ont éliminés un par un avec une facilité terrifiante. C'était une blessure auto-infligée qui a accéléré la conquête ottomane des Balkans. 27. Nous revoilà dans l'Inde moghole, parce que le déclin de cet empire a été un désastre au ralenti avec de multiples points de défaillance. Après les empereurs de premier plan comme Akbar et Shah Jahan, le type qui a fait construire le Taj Mahal, la qualité du leadership a plongé brutalement. Les derniers souverains moghols s'intéressaient moins à l'administration qu'aux intrigues de cour, à la poésie et au spectacle de leur empire s'effondrant autour d'eux. L'empire est devenu une porte tournante de dirigeants faibles, de coups d'état de palais et de querelles incessantes entre nobles. À mesure que le gouvernement central devenait une plaisanterie, les routes commerciales devenaient dangereuses, la collecte des impôts se désagrégeait et les gouverneurs régionaux déclaraient pratiquement leur indépendance. Ce n'était pas une seule erreur, mais une décision collective et prolongée de simplement cesser d'essayer, laissant l'empire mourir de pure négligence. 28. Visitons le Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale, les architectes de l'un des plans les plus célèbres pour s'être retournés contre ses auteurs dans l'histoire militaire. En 1941, le Japon voulait sécuriser des ressources en Asie du Sud-Est, mais savait que les États-Unis pourraient intervenir. Ils ont donc élaboré un plan brillant. Lancer une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor afin de paralyser leur flotte et de gagner du temps. En théorie, c'était un coup de grâce. En réalité, c'était comme frapper un grizzly endormi au visage pour lui voler son panier de pique-nique. L'attaque causa des dégâts immenses, mais au lieu d'intimider les États-Unis, elle les mit dans une rage indescriptible, galvanisant une nation divisée en une machine de guerre animée d'un objectif unique. Le plan génial du Japon pour tenir l'Amérique à l'écart de la guerre n'a réussi qu'à attirer dans le conflit une superpuissance industrielle aux ressources quasi infinies, garantissant leur propre défaite finale et écrasante. 29. L'Empire espagnol, à son apogée, était une superpuissance mondiale, ruisselante d'or et d'argent venue du Nouveau Monde. Alors, qu'ont-ils fait de tout ce succès? Ils ont décidé de commettre un suicide économique pour des raisons religieuses. En 1492, ils ont promulgué le décret de l'Alhambra, expulsant tous les juifs pratiquants du pays. Quelques années plus tard, ils ont fait la même chose avec les musulmans. Le problème était que ces groupes représentaient une énorme part des marchands, banquiers, artisans et érudits les plus qualifiés d'Espagne. Ils ont expulsé leur classe moyenne et leur moteur financier. Ce choix a provoqué une fuite des cerveaux catastrophique qui a paralysé l'économie espagnole pendant des siècles, prouvant que l'intolérance n'est pas seulement moralement condamnable, mais aussi un excellent moyen de se ruiner à l'échelle nationale. 30. L'Empire carthaginois, le plus grand rival de Rome, a survécu à des guerres brutales et à des conflits épiques, pour être presque détruit par une erreur dans son service de comptabilité. Après la première guerre punique, Carthage s'est retrouvé à court d'argent,
et a décidé de ne pas payer les milliers de mercenaires qu'elle avait engagés pour combattre pour elle. Ils ont refusé de leur verser les salaires promis. Cela est généralement considéré comme une mauvaise pratique commerciale, surtout lorsque vos clients sont des soldats professionnels lourdement armés et aguerris au combat. Les mercenaires furieux se sont révoltés dans ce qui est devenu connu sous le nom de guerre des mercenaires. Un conflit si brutal et sauvage qu'il a terrorisé le monde antique. La guerre a failli détruire Carthage de l'intérieur et l'a tellement affaiblie qu'elle a préparé le terrain pour sa destruction finale par Rome. La leçon ? Toujours payer ses prestataires. 31. Parlons de l'Union soviétique, un empire qui a réussi à perdre une guerre sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré entre les principaux adversaires. Pendant la guerre froide, l'URSS s'est retrouvée enfermée dans une course aux armements avec les États-Unis, un pays dont l'économie était fondamentalement un monster truck alimenté par le capitalisme. Les Soviétiques ont tenté de suivre le rythme, égalant les États-Unis missile pour missile, char pour char. Mais leur économie rigide et centralement planifiée ne pouvait tout simplement pas le soutenir. Ils ont englouti des sommes folles de leur budget national dans l'armée pendant que leur population faisait littéralement la queue pour du papier toilette. Cette frénésie de dépenses insoutenable, combinée à une guerre désastreuse en Afghanistan, a vidé leur économie de son sang. Ils n'ont pas été conquis. Ils ont fait faillite en essayant de gagner une compétition qu'ils n'auraient jamais pu se permettre de mener. Ils se sont effondrés sous le poids de leurs propres missiles. 32. Au XIXe siècle, alors que le reste du monde traversait la révolution industrielle, la dynastie Qing en Chine a décidé de passer son tour. Convaincue de sa propre supériorité culturelle, elle a adopté une politique d'isolationnisme obstinée, considérant la technologie et les idées occidentales comme de grossières curiosités. Elle ne voyait aucune nécessité de moderniser son armée ou son économie. Cette arrogance s'est retournée contre elle, violemment, lors des guerres de l'opium. Les Britanniques, avec leurs navires à vapeur modernes et leurs fusils avancés, sont arrivés et ont complètement humilié les forces Qing, qui utilisaient encore des tactiques et des armes datant de siècles auparavant. Le refus de la Chine de s'adapter a transformé un empire autrefois puissant en un punching ball pour toute puissance occidentale désireuse d'en découper un morceau. Ce fut une leçon tragique sur les dangers de se croire trop cool pour le progrès. 33. Et enfin, nous avons l'Empire russe, qui en 1914 décida de se jeter avec enthousiasme dans le hachoir de la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que leur empire était un État profondément troublé, semi-industrialisé, avec une population massivement mécontente, maintenue tant bien que mal par l'autorité de plus en plus chancelante du tsar. Envoyer des millions de paysans mal équipés dans une guerre moderne brutale revenait à verser de l'essence sur un feu couvant. L'effort de guerre fut un désastre, entraînant des pertes horribles, des pénuries alimentaires et un effondrement économique total. Cela poussa le peuple russe au-delà de son point de rupture, menant directement à la révolution russe, à l'exécution du tsar et à la fin violente de l'Empire. Leur entrée dans la guerre ne fut pas simplement une erreur. Ce fut l'acte final et fatal qui fit s'effondrer toute la structure pourrie. Les empires ne se sont pas effondrés à cause de leurs ennemis. Ils se sont effondrés à cause de clowns aux commandes. L'histoire l'a rendu assez clair. Mais est-ce que nous y prêtons attention ? Laisse un commentaire. Quel dirigeant moderne est en train de foncer à toute vitesse vers un désastre impérial ? Donne des noms. Et si regarder le monde brûler, historiquement, a égayé ta journée, mets un like et abonne-toi. Il y en a encore bien d'autres comme ça.